va parler de capitalisation un petit peu, puisqu'on a beaucoup parlé des GAFAM, et je vais relier les ponts avec ce que disait Yaya. Quand la capitalisation boursière d'Apple, Microsoft ou Nvidia, encore eux, hein, dépasse la richesse annuelle produite par tout un continent, en l'occurrence l'Afrique, on peut à la fois se faire une idée de la puissance des uns et de la marge de progression des autres. C'est de ça dont je veux parler. C'est de ce continent, ces 54 pays, c'est de l'Afrique évidemment. Et on va vraiment prendre le temps d'explorer, puisque on a plusieurs interlocuteurs qui ont mis le doigt quand même sur les pays du Sud, sur l'opportunité qu'ils allaient représenter. Donc ça va être un vrai sujet. J'essaie juste de retrouver mon introduction. Vous allez voir, ça va bien se passer. En attendant, peut-être rappeler aussi que le PIB de l'Afrique, c'est le PIB de la France. Donc ces 4 entreprises sont aussi plus grosses que la France, Ah oui, accessoirement. oui, c'est vrai, c'est bien de le rappeler un petit peu. Et c'est vrai que, on l'a dit, donc 54 pays pour le continent, mais ah, il y a Nawel qui nous a rejoint. Bonjour Bonjour, Nawel, vous allez bien? Ok, très bien, et vous? très bien. Eh ben, écoutez, on vous attendait, on a juste lancé le début de l'introduction, mais vous n'avez rien loupé. Et je disais justement que l'Afrique était à la fois le continent le plus jeune au monde, hein, mais c'est un continent qui a aussi nous a surpris par son saut technologique, puisqu'il est passé directement à l'Internet mobile, au paiement mobile même, sans détour par la case d'ordinateur et le câble RJ45 qui nous en a tous fait baver, hein, avec nos bons vieux modems ADSL. Et c'est vrai que même s'ils ont réussi ce saut technologique, celui de l'IA va pas être non plus chose aisée. Au cœur des enjeux du continent, il y a plusieurs secteurs. Il y a l'agriculture, l'éducation, la santé qui pourraient directement profiter de l'intelligence artificielle, à condition de réunir à la fois les compétences, les fonds et surtout les infrastructures. C'est un vrai sujet qu'on va prendre le temps d'aborder. Fin 2023, alors ça date un petit peu, hein, je m'en excuse, mais le FMI indiquait que seuls 5 pays africains disposaient de data centers réellement consacrés à l'IA. Investir, former, coopérer seront donc les mots-clés de cette table ronde, je l'espère, aux côtés de nombreux autres, que je vais nous laisser le soin d'explorer. Jean-Michel, j'ai une première question pour vous. Moi, les constats, les gens ont pu le constater depuis le début de la journée, c'est un peu mon dada. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'on ouvre ces échanges sur un état des lieux. Vous intervenez avec Bearing Point sur de nombreux pays d'Afrique. Et quel regard vous jetez rétrospectivement sur l'avancée des stratégies IA du continent? Moi, je vous demande de le faire pour nous, mais je vous demande aussi de le faire pour moi, puisque je travaille dans un média français. Et les rares fois où les médias français s'intéressent à l'IA en Afrique, c'est pour parler du Kenya, mais pas pour parler de la stratégie IA du Kenya, c'est pour parler des petites mains de l'IA, qui est un sujet extrêmement important. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout représentatif de tout ce qu'entreprend l'Afrique en matière d'IA. Oui, tout à fait, vous avez raison. Même si surtout, on entend, c'est bon. Bon. Plusieurs pays ont eu des stratégies IA qui ont été lancées. Même l'Union africaine a fait sa stratégie IA. Malheureusement, on ne peut pas dire que ce soit la chose la plus fabuleuse qu'on ait lue. C'est-à-dire que si vous lisez ces 100 pages de la stratégie IA de l'Afrique, vous remplacez le mot IA par data center, par 5G. Enfin voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, pour être honnête. 2% des data centers au monde sont localisés en Afrique. Alors 2% des data centers au monde sont localisés en Afrique, et l'Afrique, c'est 15% des internautes dans le monde. Donc vous voyez, il y a un écart à la base qui va au-delà de l'IA, qui est lié aussi à la difficulté que qui dit data center dit plutôt chercher du froid, d'où tous ceux dans le nord, et qui dit chercher du froid, c'est avec de l'eau et de l'électricité. Et on sait que malheureusement en Afrique, encore aujourd'hui, l'accès à l'eau, surtout à l'électricité, de manière continue et pas intermittente, ça reste un problème. Il y a 1 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas un accès à titre personnel, régulier à l'électricité, dont 600 millions en Afrique subsaharienne. Donc ça reste quand même le problème numéro un, d'où aussi un problème pour les data centers. Mais si on regarde la place de l'Afrique dans l'IA, si on regarde pour moi les 4 grands domaines sur une chaîne de valeur, alors je caricature volontairement pour faire court, mais il y a toute la partie, vous l'avez évoqué rapidement, mais elle est quand même importante, technologique, équipement. Il y a data center, supercalculateur. Clairement, l'Afrique est en retard. Et l'exemple que vous donnez sur les data centers est en un. Il y a des supercalculateurs, souvent d'ailleurs dans de grandes universités. Je pense alors à l'Afrique du Sud, au Ghana, au Maroc, en Égypte. Et malheureusement, quand on cite les pays, c'est souvent les 5 ou 6 mêmes, sur les 54. Il ne faut pas rêver, il y a aussi un lien avec l'économie, le poids économique, parce que ça coûte cher. Mais c'est insuffisant par rapport à la taille de ce qu'est l'Afrique. Donc là, il y a un souci. Deuxièmement, il y a toute la dimension, encore aujourd'hui, de la recherche universitaire, de ce que font les universités dans le domaine dans l'IA en Afrique. Et là, contrairement, je pense, à une idée très reçue, il y a de très bons chercheurs sur l'IA en Afrique. Tout n'est pas dans la Silicon Valley.
Et il y a certains pays qui ne sont pas ceux qu'on cite d'habitude, qui sont distingués. Pour prendre un pays francophone, c'est par exemple la Tunisie, qui depuis des années fait des choses dans le domaine de l'IA, dans tout ce qui est gaming, dans tout ce qui est industrie créative et culturelle. Donc typiquement, il y a aujourd'hui de la vraie recherche scientifique de très bon niveau dans quelques universités africaines. Encore une fois, pas dans 54 pays malheureusement, mais réellement, il y a quand même une recherche de qualité dans l'IA africaine, et on en parle excessivement peu. C'est souvent concentré sur ce qui se passe à Stanford et à Berkeley ou MIT et à Harvard. Pour être honnête, c'est une vision déformée. Troisième élément important, et c'est là où je pense qu'une fois de plus l'Afrique n'est pas en retard, c'est les cas d'usage. Il y a des cas d'usage spécifiquement africains. On pourra en reparler, je pense, plus en détail, mais c'est super intéressant. Vous avez dit que l'Afrique a fait quelques fameux sauts de grenouille, comme on dit, et notamment dans l'usage des paiements mobiles, dans l'usage de la blockchain. C'est un des continents où les usages sont les plus innovants. Ce n'est pas qu'en Corée du Sud et au Japon. Et bien sur l'IA, il y a des usages innovants de l'IA, spécifiques aux caractéristiques africaines, mais il y a des pays du monde entier qui vont voir ce qui se passe dans certains pays africains. Je vous donnerai qu'un seul exemple, parce que j'étais un peu mêlé à ça. Il y a pas moins d'un an, c'était en septembre 2024, il y a une délégation américaine, États-Unis, et brésilienne qui est allée au Ghana et en Afrique du Sud pour voir comment ces deux pays-là, avec un mix entre l'IA et les photos satellites, arrivaient à mettre un certain nombre de programmes de lutte contre les dangers de restriction de la biodiversité. Pourquoi ? Parce que grâce à des bonnes photos, vidéos, satellites, et l'IA, ils arrivaient à voir, en temps quasi réel, s'il n'y avait pas des braconnages ou de la pêche illégale, et donc de faire intervenir les rangers au bon moment. Et ça, l'IA le permet. Ouais. Alors que sans l'IA, vous avez les résultats 4 ans après. Enfin, j'exagère, 4 semaines après, mais même 4 heures, c'est trop tard. Donc, il y a des cas d'usage spécifiques. Là-dessus, l'Afrique est intéressante. Et en fait, le quatrième domaine, c'est les gens, les personnes, les emplois associés. On dit toujours qu'il manque aujourd'hui 6 millions de codeurs africains. Alors après, c'est des statistiques en règle de 3, bien entendu, mais il y a de manque de ressources, on le sait, dans le secteur informatique au global. Et a fortiori, vous l'avez dit, moyenne d'âge en Afrique, 19 ans. Donc il y a des emplois à créer là-bas. L'IA va créer des emplois en Afrique, mais surtout va transformer certains emplois. L'exemple souvent pris en France, et vous l'avez cité sur les petites mains de l'IA, c'est le Kenya, mais en fait, moi, le cas que je trouve le plus intéressant, c'est Madagascar. Et typiquement, il y a mais nous, on travaille pas mal chez Bering à Madagascar, on a vu en 18 mois un changement radical, où beaucoup de ce qu'on appelle les petites mains, mais enfin, c'est des petites mains qui sont très bien payées. Alors, vu de France, très mal payées, mais vu de là-bas, très bien payées. Un Malgache, en moyenne, gagne 600 € par an. Donc, ce qui fait que les écarts sont importants. Il y avait beaucoup d'emplois qui avaient été créés, notamment pour des influenceurs francophones, qui en fait faisaient écrire leurs textes sur les réseaux sociaux par des Malgaches qu'ils payaient généreusement 2 $ de la journée. Voilà, je n'irai pas plus loin dans le débat. Et ça crée de l'emploi pour écrire des textes. Aujourd'hui, c'est fini puisqu'ils les font faire par l'IA. Donc là, des emplois tués. Mais les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, malgaches qui faisaient ça, ils ne sont pas au chômage, parce qu'immédiatement, il y a un autre job qui est arrivé, c'est celui de décrire des images. Parce qu'on sait ou de décrire des données. Un des gros problèmes de l'IA, c'est que ça a besoin de données pour être traité, et les données sont parfois mal traitées. Ces fameux débats sur les mains, dans les photos, parce que les mains sont rarement décrites. Et bien là, c'est maintenant des gens à Madagascar qui font de l'analyse de données pour décrire précisément des données et donc enrichir les modèles d'IA. Et quelque part, il n'y a pas eu d'emploi détruit, sauf que les emplois ont changé. Au lieu de servir de scribe, ou j'allais dire un autre nom, mais de scribe, on va dire, mal payé à des influenceurs, voilà, ils deviennent finalement des gens qui permettent d'affiner les données. Pour combien de temps ? Enfin, on ne va pas rester là-dessus. Oui, mais après, il y aura d'autres emplois. Je veux dire, quelque part, il y a un modèle économique, donc ça va créer de nouveaux emplois. Je pense que ça peut en créer beaucoup plus que ce qu'il y en a aujourd'hui. Et c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, des deux, pour moi, grands défis, et j'arrêterai là pour l'IA en Afrique, c'est d'une part qu'il y a vraiment des vraies formations pour faire des vrais emplois. Mais quand je dis vrais emplois, ça peut être des chercheurs à l'université, ça peut être des gens pour faire une forme de coding ou du prompting, mais ça peut être aussi des petites mains comme ça, parce que c'est aussi des emplois, il ne faut pas cracher dessus. Et après, pour moi, le point faible énorme de l'Afrique aujourd'hui, enfin, le vrai risque, c'est que la plupart des modèles aujourd'hui, notamment européens certes, mais surtout nord-américains, qui font de l'IA, s'entraînent sur des bases de données où il y a très peu d'Afrique. L'Afrique est absente des données. Et ça, pour moi, c'est quelque part presque le danger numéro 1, parce que ce n'est pas uniquement l'IA en Afrique, mais c'est aussi la place de l'Afrique dans le monde. Et dans Bien sûr. Non, je sais que c'est un sujet qui tient aussi à Richard et à Nawel. On va prendre le temps de l'explorer. Nawel, merci vraiment de nous avoir rejoints, d'être avec nous aujourd'hui. Jean-Michel l'a dit, la Tunisie fait partie des pays africains les mieux lotis, notamment sur les compétences. En revanche, c'est vrai que
Là, je l'ai dit, votre école, elle forme au métier de la data, mais aussi de l'IA. Mais la Tunisie fait partie des pays bien lotis. Ça veut dire que sur le reste du continent, il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout à ce niveau-là. Comment on peut, à l'échelle du continent, ou en tout cas peut-être régional, combler ce déficit de cerveau pour porter le sujet de l'IA et mener des recherches et entreprendre, puisqu'on l'a dit, hein, les deux vont souvent de pair. Merci Romain, merci pour ce sujet très intéressant en fait. Merci Jean-Michel aussi pour les idées et j'aimerais bien aussi rebondir sur quelques idées. En fait, pour nous ici en Tunisie, ça c'est vrai, c'est un écosystème tech qui est déjà structuré. Nous avons déjà des pas en avant. Par rapport à la mise en place des applications, des incubateurs, un écosystème qui est vraiment riche et des événements, des manifestations scientifiques, des projets collaboratifs. Mais aujourd'hui, le rôle des universités tel que nous sommes en train de le voir et de le concevoir au niveau de Prestige School of AI, c'est plutôt un rôle qui dépasse la formation initiale des jeunes talents pour les métiers de l'IA et de la data. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'université ne doit pas se contenter de former les nouveaux jeunes. Ça, c'est très important, bien entendu, mais aussi, son rôle, c'est un rôle de sensibilisation des publics, de la sensibilisation de l'écosystème. Aujourd'hui, après CINI, mais aussi les universités de l'IA, les organismes de formation autour de l'IA, sont censés être des initiateurs de propositions, de programmes exécutifs, de programmes alternance, de programmes de formation qui sont dédiés au corporate. L'objectif, c'est aussi d'accompagner la professionnalisation. c'est d'accompagner les professionnels et non pas uniquement préparer les jeunes, qui est très important, bien entendu, mais que faisons-nous avec les compétences existantes au niveau de l'écosystème tunisien et africain, des compétences là où ils ont un certain socle aussi en informatique, mais aussi dans des métiers bien spécifiques, et on veut capitaliser avec ces compétences-là et en leur donnant les outils de l'IA afin qu'ils puissent être des professionnels augmentés avec l'IA. D'abord, ça va renforcer cette culture autour de l'IA. Parce qu'aujourd'hui, pour faciliter cette intégration de l'IA au sein d'un écosystème, il faut une certaine sensibilisation. On ne doit pas travailler sur une base de résistance. Comment on peut gérer ou trouver des solutions pour cette résistance? C'est d'expliquer, c'est d'éduquer les gens, c'est d'éduquer le public, mais aussi les décideurs, les professionnels, c'est de démocratiser l'IA d'une manière très simple. D'abord, pour expliquer c'est quoi l'IA, mais aussi pour éviter l'enthousiasme autour de l'IA sans être conscient des limites, des enjeux, des risques de l'IA. Il faut une certaine maturité pour ça et je considère que la Tunisie et les universités tunisiennes et certains pays africains qui ont de l'avant par rapport à d'autres, mais c'est ça le rôle en fait de participer à cette prise de conscience au niveau du continent. C'est aussi travailler sur des projets collaboratifs, des projets de recherche entre les pays africains, mais aussi profiter des relations historiques des universités, notamment l'université tunisienne. Je parle d'un écosystème que je connais, en tout cas la Tunisie. Nous avons des relations historiques avec des universités en Europe et en plusieurs pays dans le monde entier, là où nous pouvons nous baser sur ça pour développer des coopérations, pour développer des projets de recherche. Ces projets-là, certainement, l'objectif, c'est d'abord, tel qu'a dit Jean-Michel, et on a déjà discuté de ça à la préparation de ce panel, c'est les bases de données qui sont utilisées pour faire tourner des modèles dans le monde entier, mais qui ne sont pas tout à fait représentatifs de l'humanité, puisque le segment africain n'est pas tout à fait représenté dans ces bases de données, et donc automatiquement, ces modèles ne peuvent pas être fiables et ne peuvent pas être considérés pour donner des résultats applicables à toutes les populations humaines. Et donc là, pour nous, en tant qu'universitaires, notre rôle,
d'abord d'être vraiment futuriste, être conscient des métiers qui vont disparaître, mais d'autres qui vont apparaître aussi. Il faut être conscient du baromètre des métiers dans les prochaines années, mais aussi accompagner l'écosystème existant, parce que l'écosystème existant est plein de richesses. On ne va pas le laisser obsolète, devenir obsolète, vous voyez. Donc, il faut l'accompagner pour qu'il soit augmenté, pour qu'il soit vraiment capable de réussir cette transition et de chercher la valeur ajoutée concrète parce que notamment en Afrique, il y a des cas d'usage spécifiques, il y a une certaine culture, certaines spécificités du continent et chaque métier se démarque par rapport à d'autres secteurs et seuls les professionnels du métier qui peuvent apporter leur valeur ajoutée, la vraie valeur ajoutée. Donc là, il faut tout simplement leur donner cette couche IA, data, cette sensibilisation. Et là, ils seront directement opérationnels. Donc, ils peuvent développer des choses, ils peuvent être initiateurs de projets parce qu'on sait très bien que la recherche, elle devrait être appliquée. Quand on dit une recherche appliquée, c'est une coopération entre le monde académique universitaire, mais aussi l'industrie, les professionnels, c'est-à-dire aussi bien les banques, les institutions financières, mais aussi les institutions dans le domaine de santé et d'autres, agriculture, d'autres. C'est avec cette hybridation de compétences, les compétences tech, data, IA d'un côté et les compétences du métier de chaque secteur. C'est avec cette hybridation qu'on peut être rapidement opérationnel et on peut faire développer des cas d'usage concrets tout en restant conscient des enjeux et de ce qu'on a en tant qu'infrastructure, en tant que les conditions actuelles au niveau du continent, sauf que malgré que je pense aussi que même les limitations classiques des infrastructures, on peut les surmonter avec des solutions cloud, on peut les surmonter avec de l'IA frugale, avec des applications qui sont moins gourmandes. Aujourd'hui, et aujourd'hui, la recherche, et même au niveau des startups, c'est vraiment, ils sont en train de faire le focus vers le développement des applications aussi performantes en IA, qui sont moins gourmandes d'énergie, de capacité de calcul, etc. Oui, on va faire un focus sur la voie explorée possiblement par l'Afrique avec ses spécificités, avec ses moyens, ses talents. J'aimerais revenir peut-être sur la situation du Burundi. Merci Richard d'être avec nous également aujourd'hui. J'ai un chiffre qui, je pense, même s'il est un peu vieux, il nous montre aussi les contraintes qui sont actuellement celles de certains pays d'Afrique. En 2020, 75% de la population du Burundi vivait sous le seuil de pauvreté. C'est quand même un chiffre fort. Tout à l'heure, on en avait un autre sur la jeunesse du continent. Mais c'est vrai que une fois qu'on met ce chiffre en perspective, on peut se dire que les Burundais sont assez éloignés des enjeux et même des possibilités offertes par l'IA. Est-ce que le premier obstacle aujourd'hui pour votre pays, pour vous qui êtes doyen d'une école de commerce et donc un petit peu au carrefour à la fois des savoirs académiques, des savoirs professionnels et de, je vais pas dire la politique, mais en tout cas de l'administration, est-ce que la fracture numérique, c'est pas le premier frein à faire sauter? Il va s'activer, je pense. Prenez le mien. Ouais. Merci bien. Merci Romain pour la question. D'ailleurs, je commence par une information en rapport avec le classement des pays africains. Il y a un journal qui a tenté un classement. Il a donné au moins 20 pays qui sont les mieux, qui sont prêts pour l'intégration de l'IA. Et je trouve que les pays dont vous avez évoqué, l'Afrique du Sud, la Tunisie, c'est ces pays-là qui sont les mieux classés. Et curieusement, le Burundi ne fait pas partie de ces pays. Mais ce n'est pas qu'on ne fait pas quelque chose. Quand même, on est là, on essaie de voir ce qui se fait. Après, on essaie de nous adapter. Alors, vous posez la question de savoir qu'est-ce que c'est que le premier frein, est-ce que c'est la fracture numérique? Moi, par contre, je vais rejoindre Nawel qui a évoqué la sensibilisation. En fait, à mon avis, le premier frein,
pour la plupart des pays du Sud, c'est la sensibilisation pour que les peuples puissent adopter ce que j'aime appeler le comportement numérique, que les gens puissent avoir l'envie, voire même la possibilité, la capacité à pouvoir intervenir en utilisant les outils numériques, que ce soit dans tous les domaines. Il y a pas mal de gens qui sont toujours réfractaires, surtout je vais parler du domaine de l'éducation au niveau de l'université. Il y a toujours des gens qui n'ont pas encore cette habitude et on va voir ça. C'est le décalage alors au niveau des populations et là ça va augmenter et donc le premier frein je dirais que c'est le manque d'information, les gens ne sont pas sensibilisés et la solution serait l'adoption d'un comportement numérique, la sensibilisation qui commence par au niveau des universités, au niveau du système politique, etc. Et là, on aura un pas vers l'avant. En revenant sur ta question, tu parles de la fracture numérique. Il est vrai que aussi l'autre grand frein, c'est la fracture numérique. Une fracture numérique qui s'observe sur deux niveaux. Le premier niveau par rapport à l'accès aux outils numériques, aux outils digitaux. Le deuxième niveau, c'est un niveau d'utilisation. Est-ce que les gens sont capables ont des compétences pour utiliser le numérique? Je prends un petit exemple. Est-ce que on peut avoir des gens qui ont des smartphones, mais qui ne sont pas au courant de toutes les fonctionnalités qui sont dans un smartphone. Et souvent, on le voit chez les étudiants, ils savent utiliser WhatsApp, ils sont dans les groupes, etc. Mais utiliser cet outil-là pour l'apprentissage, souvent, c'est un peu délicat. Le troisième frein, c'est un rapport avec ce qu'a évoqué Jean-Michel, l'infrastructure. Là, c'est vraiment un défi, un grand défi, que ce soit l'infrastructure énergétique, que ce soit la connexion, etc. Ça, c'est des défis. Mais ce qui est très important, et surtout ça ressort de la stratégie africaine, c'est que des gouvernements investissent pour améliorer les tendances vers l'adoption du numérique. Et là, il y a pas mal de projets qui sont développés, qui sont déployés. Notamment, je connais le cas du Kenya, de l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de projets qui sont là, qui sont soutenus, et surtout la promotion du partenariat sud-nord, c'est nord-sud ou sud-nord, c'est vraiment un enjeu qui est d'une taille importante. Et est-ce que du côté des dirigeants, des élites politiques, il y a cette notion que l'IA peut être un tremplin pour le pays, c'est-à-dire accélérer la digitalisation de la population? Est-ce qu'ils sont prêts, en quelque sorte, à aussi aligner les fonds, hein? On y revient souvent, mais c'est le nerf de la guerre, pour ce faire, ou est-ce qu'il y a d'autres chantiers plus importants aujourd'hui au sein du Burundi? Alors, les enjeux de l'IA, c'est vraiment c'est une préoccupation pour l'élite politique. Il y a pas mal d'intérêts. Mais là, souvent, ce qui manque, c'est de la conciliation entre ce que l'élite politique veut mettre en place et ce qui y est effectivement mis en place. On peut avoir de bonnes ambitions, mais il faut aussi que ces ambitions soient mises en place, notamment en déployant les budgets qui sont nécessaires pour arriver à ces grandes ambitions, notamment l'intégration de l'IA. Chez nous, je crois qu'il faut même commencer par l'intégration des outils basiques de télécommunication, etc., pour ne commencer que par la base, au lieu de sauter déjà sur les grands cours du moment. Voilà. Oh, intéressant. Et est-ce que, là c'est une question peut-être pour Nawel, on avait évoqué ensemble l'idée qu'il faudrait peut-être une stratégie, ou en tout cas une vision à hauteur du continent, afin que les pays les plus à la pointe, on en a parlé, il y a plusieurs pays du Maghreb, on a parlé de l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya,
l'Égypte. Enfin, il y a quand même pas mal de pays qui pourraient être en quelque sorte les locomotives du continent. Est-ce qu'un pays comme le Burundi ne pourrait pas profiter des enseignements, des inputs, de l'émulation comme ça, permise par une vision commune? Est-ce que ça vous paraît possible, Nawel? C'est vrai qu'une stratégie, ça donne un peu cette idée vraiment de politique concertée, ce qui me semble peut-être un poil compliqué à hauteur de 54 pays. Nous, on a déjà du mal à le faire au niveau européen. Mais est-ce que, en tout cas, une vision commune, sans parler d'une IA africaine, ça vous paraît envisageable? Absolument. Et donc, j'aime bien IA africaine, mais IA africaine éthique, IA qui soit vraiment alignée avec les enjeux du continent, là où nous sommes conscients de ce que nous devons faire, tout en préservant notre souveraineté, mais tout en restant ouverts à la collaboration internationale, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin des collaborations internationales avec des organismes, des universités, des institutions, des industries, etc., qui ont déjà travaillé sur l'IA, sur des cas d'usage, ont développé des applications et ont un retour sur expérience et ont atteint une certaine maturité. On a besoin de ça au niveau de l'Afrique, ça d'un côté. De l'autre côté, oui, la Tunisie, comme plusieurs autres pays en Afrique, peuvent jouer un rôle de pays pivot dans cette étape-là et avoir une vision commune. Ça, c'est très important et je pense que c'est envisageable. C'est en train de devenir avec le temps. C'est-à-dire, Oui, aujourd'hui, c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est un must. Ce n'est plus un choix. Et nous, en Tunisie, ou les autres pays qui ont déjà expérimenté qui ont déjà de l'expérience dans certaines pistes en relation avec l'IA, soit des projets de recherche, soit des expériences d'incubation. Nous pouvons travailler sur des projets régionaux. Aujourd'hui, on peut rassembler un ensemble de pays. On peut travailler sur des projets collaboratifs qui qui incluent d'une part un ensemble de pays africains avec d'autres pays, soit européens ou d'autres parties du monde. Donc, moi, je vois personnellement que c'est très faisable si nous avons la volonté. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons cette volonté. Le partage de connaissances, le transfert de compétences, le mentorat technologique, aujourd'hui, c'est vraiment notre devoir envers notre continent. C'est-à-dire les pays qui ont eu de la chance, qui ont eu les conditions et les bases pour se lancer plus rapidement que d'autres pays doivent aujourd'hui jouer leur rôle de pilote, de pays pilote ou de lead dans cette action pour justement participer à la création d'écosystèmes qui sont riches au sein de plusieurs pays. Parce que c'est important que l'écosystème dans chaque pays soit aussi développer, soit initiateur de manifestations scientifiques, de projets d'incubation, de hackathons, de compétitions. C'est comme ça que ça se crée. Ça se crée à travers des initiatives et ça se crée dans un certain cadre. Soit académique, soit de recherche, soit de tout simplement entre des entreprises. C'est comme ça que ça commence. On n'a pas, moi personnellement, je ne pense pas qu'attendre une décision gouvernementale ou politique va résoudre le problème. Au contraire, ça devrait partir de nous. C'est à nous de faire changer la donne. C'est à nous de faire des initiatives. C'est-à-dire, quand on dit nous, c'est l'écosystème, c'est les universités, c'est les entreprises, c'est les associations, les organisations qui sont sensibles à ce sujet. Il faut faire des initiatives. Et là, c'est très important d'avoir aussi une base de normes d'éthique au niveau du continent africain. C'est-à-dire expliquer aux gens c'est quoi l'éthique autour de l'IA, c'est quoi l'IA governance, c'est quoi la sécurité des données. Je peux vous dire que dans plusieurs pays africains, ces termes ne sont pas, c'est-à-dire, ils ne sont pas tout à fait expliqués. Il y en a plusieurs
pays aujourd'hui en Afrique qui ignorent complètement les enjeux éthiques de l'IA, qui ignorent complètement les limites, les enjeux de data. Aujourd'hui, c'est à travers cette synergie entre pays. Moi, je vois qu'il faut créer cette synergie entre les pays tels que la Tunisie, avec d'autres pays qui cherchent à rattraper cet ascenseur, parce que moi je pense que l'ascenseur est déjà parti, mais on peut se rattraper. Il y a peut-être un levier de rattrapage pour certains pays et c'est possible. Nous devons être conscients et nous devons avoir la maturité pour dire qu'aujourd'hui, si on veut vraiment faire cette transition et profiter de l'IA pour dépasser le gap de la digitalisation, parce qu'on sait très bien que les pays en Afrique qui n'ont pas tout à fait fait ou accompli cette transition digitale, mais aujourd'hui avec l'IA, c'est possible. C'est possible de se rattraper et c'est à travers donc des projets régionaux. Moi, je dis qu'il faut partir de certains noyaux. C'est comme le proof of concept, vous savez, dans un projet, il faut partir d'une certaine échelle, c'est-à-dire même 3 pays ou 4 pays, et élargir de plus en plus le cercle. Bien sûr, quand il y a des initiatives tels que le Conseil africain de l'IA, tels que des Smart Africa, tels que on est bien sûr très heureux et très, c'est-à-dire motivé par rapport à ce genre de cadre qui est en train de se mettre en place, qui peut rassembler. C'est à travers ce genre de cadre qu'on peut avoir des manifestations à l'échelle du continent, qu'on peut inviter des experts internationaux qui peuvent aussi nous éclairer par rapport à leur feedback d'expérience, parce que il faut vraiment c'est-à-dire cette synergie aussi avec les pays qui ont déjà dépassé ces étapes, qui ont déjà commencé, parce que vous savez très bien que on a tous été, c'est-à-dire dans le monde, en général, l'apparition de GPT était une explosion et une démocratisation dans le public et dans la conscience humaine. C'est-à-dire qu'on parlait de l'IA depuis des décennies dans les laboratoires de recherche, mais c'est un sujet qui était uniquement réservé aux chercheurs, aux scientifiques. C'était un sujet vraiment discuté dans un cercle restreint. Avec GPT, tout le monde parle de l'IA. Mais c'est notre rôle aujourd'hui, justement, les organismes qui sont conscients, qui sont spécialistes en IA, de donner la bonne information. Parce que l'IA, ce n'est pas GPT, en fait. L'IA, ce n'est pas des outils, uniquement des outils. C'est des outils, oui, mais il faut vraiment comprendre c'est quoi l'IA. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA. Et la question, c'est là où on veut aller de l'humanité avec l'IA. C'est quelle humanité voulons-nous définir à l'ère de l'IA? Parce que c'est important de définir si on veut vraiment humaniser l'IA ou technologiser l'humain. Je vous propose de garder peut-être cette question pour la toute fin, parce que j'ai vu plusieurs fois, pardon, je suis désolé Nawel, j'ai vu Richard opiner plusieurs fois ce que vous disiez. Richard, vous vous retrouvez dans cette stratégie régionale, dans cette opportunité justement de mettre en place des synergies et qui ne soient pas portées par les pouvoirs politiques, dont on connaît la relative inertie et le fait qu'ils ont peut-être d'autres priorités, mais par les acteurs de terrain, le monde académique et le monde de l'entreprise. Effectivement, je voulais intervenir sur 2 points. Le premier point qui a été évoqué, c'est en rapport avec l'ignorance. Je me souviens avoir fait une petite communication par rapport à ce que j'ai appelé le biais de connaissance, biais de génération inversé au niveau de l'IA. Donc, on a d'une part un certain nombre d'enseignants qui sont les plus aînés et qui sont réfractaires de l'IA et qui pensent que les jeunes étudiants ne font pas recours à l'IA
Et de l'autre côté, nous avons des étudiants plus malins qui font recours à l'IA et qui se disent, eh bien, l'enseignant ne saura pas qu'on a utilisé de l'IA. Donc, et on est en face à une transmission erronée des connaissances, mais aussi une acquisition des connaissances qui sont erronées. Et ça peut être modifié, changé par le transfert des connaissances. Tout à l'heure, je parlais du Nord-Sud, du partenariat Nord-Sud, mais il y a aussi cette possibilité entre les pays du Sud, la Tunisie, l'Afrique du Sud, et surtout qu'il y a des organisations intra-africaines. Nous avons aussi l'AUF qui a une stratégie sur l'IA, etc. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont de nature à promouvoir l'utilisation ou l'intégration de l'IA dans nos pratiques. Et aussi, par exemple, au Burundi, je me souviens que l'Université du Burundi a déjà mis en place un institut de technologie numérique pour dépasser cette étape de digitalisation, aussi intégrer, commencer à penser à débattre sur l'IA. Oui. On sent bien qu'il y a des enjeux, on l'a dit, de rattrapage à plusieurs niveaux. On a dit rattrapage technologique, rattrapage au niveau de la culture et des savoirs pour ne serait-ce que mettre à niveau la population sur le sujet de l'IA. Le point peut-être sur Nawel, elle a mis le doigt aussi sur la nécessité d'exister dans les datasets, que les Africains soient représentés dans les datasets. J'aimerais aller sur ce terrain, mais tout en y ajoutant peut-être un petit ingrédient, c'est est-ce qu'il faut exister dans les datasets d'OpenAI ou est-ce qu'il faut créer des IA africaines? Alors, est-ce qu'il faut créer des IA africaines frugales qui correspondent aux besoins aujourd'hui du continent sur les secteurs de la finance, de la santé, de l'éducation, qui sont les trois gros identifiés, en tout cas avec lesquels il y a des besoins urgents, ou est-ce qu'il faut développer un LLM africain multilingue qui puisse lui aussi, sans peut-être pas concurrencer, mais en tout cas qui pourrait vous émanciper l'Afrique des modèles américains et des modèles chinois. Et peut-être même des modèles européens, mais on a parlé quand même de coopération nord-sud. On va. J'ai envie de dire les deux, mon capitaine. Et je rajouterais dans les secteurs clés l'agriculture. Parce qu'il y a des vrais bénéfices. Déjà, c'est un secteur clé en Afrique. Il y a des vrais cas d'usage sur l'agriculture. Après, moi, de tout ce que j'ai entendu de Nawel et Richard, je suis tout à fait en phase avec eux. Mais je me demande si vous n'êtes pas trompé dans votre panel, parce que vous avez pris que des gens qui sont porteurs et qui vont de l'avant sur l'IA. Je ne suis pas sûr que vous soyez représentatifs, malheureusement. Tous les deux. Parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, Nawel et Richard, mais je ne suis pas sûr qu'on l'entende dans 54 pays, pour être honnête. C'était votre question tout à l'heure. Est-ce que l'IA est devenu quelque chose de prioritaire dans les pays africains ? Je pense que ce panel est biaisé. Il y a peut-être un biais cognitif. Malheureusement, vous avez encore beaucoup de pays africains où déjà le digital n'est même pas une priorité. Même s'il y a quelque part le Covid a un peu aidé. Richard l'a un peu dit quand même tout à l'heure. Il a dit qu'il ne fallait pas compter sur les politiques. Voilà, mais alors ça, j'y reviens, c'est un point de Nawel. Ouais. Et alors après, il y a des pays où c'est en avant, et après, il y a des effets de personnes. Le Maroc a une nouvelle ministre de la transformation numérique qui est une chercheuse dans le domaine de l'IA, donc tout d'un coup, l'IA devient prioritaire. Mais c'est quand même plus des exceptions, je pense, que malheureusement, la règle dans 54 pays. Mais en tout cas, Richard et Nawel ont mis le doigt sur deux points qui sont assez proches, mais qui sont, je pense, assez essentiels pour relever les défis de l'IA. Toute cette question de digital literacy autour du numérique et de l'IA, il faut que les gens apprennent à se servir des outils. Ce n'est pas la peine d'avoir des choses très sophistiquées. Vous avez le cas des élèves avec les professeurs. Il suffit qu'il y ait quelqu'un dans le village qui sache utiliser un téléphone, ça peut se répandre facilement, mais ça reste quand même aujourd'hui encore un frein. Et le deuxième point avec lequel tu es tout à fait d'accord, et c'est Nawel qui en a aussi beaucoup parlé, et c'est d'ailleurs le rebond sur la conclusion de l'interview précédente que je trouvais très bonne sur n'attendez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais demandez-vous, enfin là je ne vais pas faire du Kennedy, mais vous m'avez vu venir. Et c'est tout à fait vrai que beaucoup de pays africains, malheureusement, attendent encore que ce soit les États qui donnent l'impulsion, avec des stratégies nationales qui bien sûr ne donneront rien dans 5 ans. Et je rejoins entièrement Nawel, c'est aussi aux acteurs privés ou certains publics, type des universités. Mais c'est cet écosystème, donc cet alliage entre des universités qui peuvent être publiques, des startups, des incubateurs, des financiers qui peuvent être publics ou privés, bien entendu. C'est là qu'est, à mon avis, la vraie dynamique. Si l'Afrique attend que ce soit les États qui donnent l'impulsion, rendez-vous en 2045, ou 42 même.
Et sur les choix technologiques, c'est vrai qu'il y a un point que je trouve aussi intéressant en Afrique, c'est que les GAFAM sont très présents en Afrique. WhatsApp et Facebook sont utilisés, c'est des applications qui sont couramment utilisées dans les pays africains, mais qui ne sont pas utilisées de la même façon que sur les continents européens ou américains. Et est-ce qu'il faut que de la même façon, soit développer des applications peut-être plus frugales de l'IA, parce que c'est ça, on ne va pas utiliser ChatGPT sur le continent africain, où la consommation de données elle est extrêmement importante, où le réseau n'est peut-être pas adapté. Est-ce qu'il faut de nouvelles interfaces, des applications qui soient pensées pour les usages et les contraintes? Tout à fait, cet aspect frugal est important. Après, tous les GAFAM ne sont pas autant présents en Afrique qu'on ne le pense, hein. Apple et l'Afrique, c'est pas aussi énorme que ça. Amazon et l'Afrique, c'est pas aussi énorme qu'on peut le penser. Par contre, en relatif, hein, c'est-à-dire que les GAFAM ne sont pas autant présents en Afrique, attention, qu'on peut le voir en Europe, par exemple. Je pense que la France est plus dépendante des GAFAM que l'Afrique, hein. Fort possible. Par contre, effectivement, l'Afrique, ça fait très longtemps qu'on a quand même, notamment sur les réseaux sociaux, un usage spécifique des réseaux sociaux, aussi parce que certains comme Facebook, que YouTube ont pu faire des applications, mais c'est pas récent. Il y a 15 ans, vous aviez accès à Facebook en version pure texte. Alors c'était pas très sexy, mais quand les gens n'ont pas des écrans, téléphones avec écran, ou ils n'ont même pas de la 3G à l'époque, c'était utile et ça marchait. Donc il y a un effort historique qui est fait pour justement cette frugalité, mais qui peut être aussi développé par des acteurs locaux. Ça, moi, j'y crois tout à fait. Mais ça peut être aussi quand les GAFAM, et pas tous les GAFAM encore une fois, arrivent à s'adapter au contexte local. Amazon a eu du mal. Facebook l'a compris beaucoup plus tôt et beaucoup plus vite. Ils peuvent avoir de vrais success stories, mais en adaptant aussi les cas d'usage. Et aujourd'hui, tout le monde s'est ébahi sur les chiffres d'affaires que font les influenceurs via les réseaux sociaux. Je voyais ça déjà il y a 10 ou 12 ans en Afrique. Alors, ce n'étaient pas des influenceurs, c'était des petits commerçants, donc ce n'était pas 150 millions de personnes, mais qui vendaient leurs produits via les réseaux sociaux. Le e-commerce par WhatsApp, il est presque né en Afrique, et pas aux États-Unis, hein. On peut recevoir sa paye, je crois, sur WhatsApp. Aussi WhatsApp, bien entendu. WeChat aussi en Chine, et pas que ça, mais bien entendu, oui. Et si on termine sur le message que vous portiez tout à l'heure, Nawel, sur la nécessité que les Africains soient représentés, les peuples africains, les cultures africaines soient représentées dans les datasets, est-ce que justement, comment le faire? Parce que c'est une donnée qui n'existe pas forcément, c'est-à-dire qu'il faut créer la donnée, il faut la collecter, et ensuite, il faut la valoriser dans des IA. Est-ce qu'il faut la valoriser dans les IA américaines et chinoises, ou est-ce qu'il faut la vendre ou monter des modèles africains? Les industries créatives et culturelles sont très importantes et aussi impactées par l'IA, mais ça veut dire qu'effectivement, il faut que ces données soient à la fois dans des données africaines, dans des données qui sont celles des Mistral, des OpenAI et compagnie. Et c'est plein de dimensions. C'est à la fois la dimension linguistique, les langues africaines. Je ne suis pas sûr que OpenAI en Wolof sont encore. Il existe, mais est-ce que c'est la meilleure version? J'ai un doute, hein. Et puis surtout, il y a toute la culture africaine dont une partie n'est pas numérisée parce qu'elle est orale, notamment la partie musicale, les danses, etc. Donc il faut aussi numériser quelque part cette donnée. Donc la donnée est aussi africaine, est aussi à créer. Si elle manque, ce n'est pas que les gens ne veulent pas la mettre, c'est qu'elle n'est pas accessible ou qu'elle n'existe pas en format numérique, hein, j'entends, hein. C'est ça le problème. Nawel, vous vouliez réagir là-dessus? Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, cette data n'existe pas en format numérique. C'est vrai. C'est-à-dire même en Tunisie, l'écosystème en Tunisie commence, quand je dis l'écosystème, c'est les industries, tous les secteurs confondus. Ici, à Pressignon, nous travaillons pratiquement avec tout l'écosystème des multinationales, mais aussi des entreprises nationales. Là où aujourd'hui, le défi, c'est vraiment d'abord de rendre cette data à la bonne qualité pour qu'elle soit entraînée par le modèle IA. Parce que des bons résultats de modèle IA dépendent de la bonne qualité de data. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement de la data, c'est une bonne qualité de data. Ça, c'est un enjeu et c'est un défi aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de la data. La data existe dans plusieurs secteurs. Il suffit de vraiment la digitaliser, la numériser, mais aussi choisir la bonne qualité de data. Ça, d'une part. En tout cas, en Tunisie, nous avons ce défi actuellement. Ça, c'est vraiment, je peux vous dire que le défi numéro 1 dans la plupart des entreprises tunisiennes. En Afrique,
là où on peut dire que la data n'existe pas. C'est vrai qu'on peut trouver certains secteurs, notamment le secteur de santé, là où la data n'a pas été tout à fait développée pour qu'elle soit peut-être utilisée, pour qu'elle soit peut-être utilisée dans un modèle IA. Et aujourd'hui, nous devons faire la différence entre les types de data, parce qu'il y a des data qui peuvent éventuellement être publiques et être entraînées dans les modèles publics de l'IA et être bien sûr au service de tout le monde. Et c'est déjà bien, afin d'alimenter ces bases de données à l'échelle internationale, avec le segment africain, avec de la data africaine, notamment dans les langues, par exemple, pour mieux faire entraîner les LLM, etc. Par contre, dans les domaines ayant recours à des data personnelles, dans le domaine de santé, les data des patients, etc., bien sûr, on ne peut pas mettre les data publiques parce qu'il y a ici le issue de la sécurité des données. Et donc la question, c'est de développer, de créer de la data dans le cadre de projets académiques, collaboratifs, entreprises, académies, institutionnelles, dans le cadre des organisations. C'est-à-dire, il faut cadrer les choses. Il faut vraiment mettre en place des initiatives, des projets à travers lesquels, par exemple, je donne un simple exemple pour aider le public à se projeter. C'est 2 minutes. Pour développer de la data dans le secteur de santé, on peut faire une collaboration entre des hôpitaux et des institutions de recherche et des universités. Et là, on va collecter de la data. Il y a donc un ensemble de compétences qui se complètent pour à la fin créer de la base de données qui sera éventuellement être utilisée toujours dans un cadre hospitalo-universitaire, dans un cadre académique, dans un cadre qui respecte aussi les normes d'éthique et les normes de sécurité de données. Parce qu'on parle de data, c'est pas, c'est-à-dire il y a toujours des limites d'éthique, de gouvernance et de sécurité de données, et surtout être conscient des problèmes pour garder aussi la souveraineté de nos data. Très clair, merci beaucoup. On a abordé effectivement pas mal de sujets, mais je pense parce qu'il y en a énormément en cours aujourd'hui en Afrique, mais je trouve que le fait de vraiment mettre en perspective à la fois les initiatives académiques corrélées au marché de l'entreprise, avec en plus cette volonté politique d'armer un petit peu le continent africain, je trouve que ça montre à quel point à la fois le continent africain il est résilient, il est dynamique et il est engagé entre guillemets sur la bonne voie, même si le panel est un peu biaisé, comme l'a dit Jean-Michel. Mais en tout cas, je nous trouve très bien partis. Et Julien Pillot, qu'on a écouté ce matin, il revenait, je crois, d'Istanbul. Donc, il était au Salon de la Méditerranée sur l'IA. Et il nous disait à quel point il avait été étonné, épaté par la puissance, notamment des pays de la Méditerranée. Et il disait, si jamais l'innovation vient de quelque part demain, elle viendra du continent africain. Donc, je pense qu'il faut aussi bien garder ça en tête, et vous en avez donné une bonne illustration. Merci beaucoup à tous les trois. Au sommet de l'IA du mois de février, il y avait 70 startups qui étaient représentées, sélectionnées. Vrai, oui. Il y en avait autant venant d'Europe que d'Afrique. C'est vrai. Oui, il y a peut-être quelque chose que j'aimerais ajouter en mode fin. Allez, C'est en rapport avec les données. En fait, les universités, l'Afrique a des données. Il reste peut-être à voir comment est-ce que ces données peuvent être utilisées pour ne pas créer de l'IA totalement africaine, mais aussi voir comment partir de l'existant pour avancer. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Richard. Merci à tous les trois. Merci. Clôture, Romain, par quelque chose, il ne faut pas tomber dans le piège de créer des IA africaines qui sera biaisée dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a besoin de bases de données qui a. Il faut que les pauvres Américains soient bien représentés également. On veut ne va pas les laisser de côté. Représentatives de l'humanité. Voilà. Merci beaucoup, Nawel. Merci. Merci.